Comment initier une trajectoire? Tout de suite, je peux vous dire qu'on ne va pas en une demi-heure vous apprendre comment. Parce qu'on est sur quelque chose qui est très émergent, on est sur quelque chose qui nécessite beaucoup plus de temps qu'une demi-heure. Donc ce qu'on vous propose plutôt, c'est d'essayer de se focaliser sur le pourquoi, c'est important, ce modèle-là, et surtout de quoi ça retourne. Le but derrière, c'est de vous permettre de un peu mieux l'appréhender pour pouvoir après éventuellement diriger vers des méthodologies. Donc ce qui est important déjà de comprendre sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est que c'est vraiment un mode de pensée, donc c'est changer son mode de pensée pour changer son mode d'action. C'est pour ça que je vous dis qu'en une demi-heure, ça va être compliqué de tout couvrir, mais on va faire du mieux possible. Ne parlez jamais de FC, surtout pas aux entreprises. C'est un terme très académique, très conceptuel, difficilement appréhendable. Les entreprises sont ancrées dans la pratique, dans le réel, etc. Donc c'est toujours aborder l'économie de la fonctionnalité par quelles problématiques ça permet de résoudre, d'adresser, et finalement d'amener l'entreprise et le dirigeant petit à petit vers ce qu'est l'économie de la fonctionnalité, et forcément aussi ne pas l'aborder comme un élément de développement durable, parce que les entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent pas en faire, mais on est d'accord aujourd'hui qu'actuellement elles ont bien d'autres préoccupations. Donc aborder le FC tout de suite sous l'angle développement durable, vous n'allez pas avoir l'écoute. Donc c'est aborder plutôt par leurs problématiques quotidiennes, travailler, leur faire voir ce que pourrait être le FC dans ces problématiques, et leur dire figurez-vous qu'en plus c'est du développement durable. Et ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. D'accord? Première affirmation, sans rentabilité, une entreprise ne survit pas. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas vrai? Effectivement, aujourd'hui, on a quand même besoin de rentabilité. Par contre, ce n'est pas complètement vrai quand même. Pourquoi? Je vous présente Christian Dutertre, économiste. C'est le monsieur économie de la fonctionnalité de la coopération au niveau national. C'est lui qui a créé l'Institut européen à Paris. Et Christian a l'habitude de définir un modèle économique et surtout une entreprise autour de 3 registres de performance. Le premier, c'est l'utilité. Quand on a une entreprise ou quand on est une association, on cherche à répondre à un besoin, à une attente. Donc il faut forcément qu'on soit utile à quelque chose. Donc ça, c'est la base. Le deuxième élément, c'est la productivité, c'est-à-dire comment je vais mobiliser et optimiser des moyens pour produire cette utilité. Et le troisième, c'est la rentabilité. C'est ce que je vais générer comme monétaire pour réinjecter dans ma productivité et l'utilité. Donc, la réponse est non. Aucune structure, quelle qu'il soit, entreprise comme association, ne peut vivre sans rentabilité. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas tenir la route. Donc, bien évidemment, il faut de la rentabilité. Par contre, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que le modèle industriel, au départ, quand il a été mis en place, on cherchait à produire toujours une qualité stable, de même niveau. Donc on va investir dans sa productivité, dans les moyens qu'on utilise pour produire cette utilité, cette qualité, et ça va générer de la rentabilité. Très bien. Sauf qu'au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, ça s'est complètement réorganisé, et la rentabilité est devenue un objectif, et non plus un moyen. Donc c'est devenu aujourd'hui l'idée qu'une entreprise, elle ne doit pas être non seulement rentable, elle doit surtout être profitable. Donc elle doit faire de la rentabilité financière de court terme. Aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. Pourquoi ça pose problème? Tout simplement parce qu'on ne parle que coût. Combien ça coûte d'acheter, combien ça coûte de vendre. C'est un peu le mot tiroir qui fait que les relations, des fois, sont compliquées entre les entreprises, les fournisseurs, etc. On va avoir un impact sur la qualité, puisqu'à un moment donné, à ne parler que coût, si une entreprise veut toujours acheter moins cher, en face, le fournisseur, il va arriver à une limite où la seule solution qu'il va avoir, c'est de faire des arbitrages sur la qualité de ce qu'il propose. On va avoir des effets sur le travail, puisque les hommes qui produisent cette utilité vont être challengés, évalués sur la source financière qu'ils génèrent, pas sur le nombre d'unités qu'ils produisent, pas sur l'utilité auquel ils contribuent. Donc on va arriver sur des situations où le sens du travail des collaborateurs peut être difficile à trouver. Et puis on a une situation sur l'environnement aussi, où en fait l'entreprise déjà elle s'isole complètement dans ce modèle-là, donc son environnement elle s'en moque un peu, et puis surtout le fait de fonctionner comme ça, elle ne considère pas les effets qu'elle produit plutôt négatifs sur l'environnement
et la nature. Deuxième affirmation, de nos jours, il faut vendre de plus en plus. Il faut vendre plus de volume, pour assurer la pérennité des entreprises. Tout dépend de l'activité, effectivement. Ce qui va faire la différence, c'est la saturation du marché. Tant qu'on n'a pas un marché saturé, on pourrait supposer qu'on peut continuer à vendre du volume. Quand on est sur des marchés saturés, c'est une autre histoire. En fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure avec ce modèle industriel qu'on a construit, ce modèle économique, c'est que on a proposé des produits de plus en plus standards. Donc on a fait saturer. Une voiture, c'est qu'une voiture. Après, vous allez trouver des différents modèles. Mais on a saturé les marchés avec des voitures. Et par le passé, ce n'était pas un problème, puisqu'il y avait encore les pays développés qui n'étaient pas au même niveau. Aujourd'hui, on voit bien que dans des pays en développé, comme la Chine, l'Inde, etc., ils circulent aussi en voiture. Donc on arrive à une situation où les marchés sont complètement saturés. On a créé aussi par la production industrielle des effets sur les ressources. On prend en permanence les ressources. On a créé des effets sur le travail, puisque pour être productif et générer cette profitabilité, plus que cette rentabilité, on a spécialisé le travail. Donc on a des problématiques de risques psychosociaux, voire de burn-out sur les individus. Comme on ne prend pas du tout en charge les effets et les impacts de notre activité sur l'environnement, on contribue au dérèglement climatique. Et puis aussi ce modèle, aujourd'hui, on a un déséquilibre dans la chaîne de valeur, parce que pour produire une solution finale, il y a différents acteurs. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent? Celui qui gagne la valeur, c'est celui qui est en bout de chaîne. À côté de ça, on est en train de vivre la 4e révolution industrielle. Donc là, c'est un chart que j'ai emprunté à la BPI. On est aujourd'hui sur la 4e révolution industrielle qui est fortement poussée par les développements technologiques, l'intelligence artificielle, la robotique, etc., etc. Mais ce qu'on voit surtout dans cette lame de fond, c'est qu'il y a des tendances qui se développent, et c'est la tendance qu'on voit au-dessus, au-delà de l'économie de la fonctionnalité, c'est la tendance de plutôt rechercher l'usage, plutôt rechercher des services, plutôt rechercher du sens dans ce que l'on fait et dans ce que l'on achète. Et donc apparaît l'économie de la fonctionnalité. Donc là, c'est la définition de l'ADEME. Donc deux choses importantes à retenir dans cette définition, c'est vraiment cette association de l'efficience économique avec l'impact positif qu'on va avoir sur l'environnement et sur le social. On peut faire de l'efficience économique sans avoir un impact positif sur l'environnement, on n'est pas dans de l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est vraiment ce trio-là qui est extrêmement important. Et le deuxième élément de la définition, c'est que comment on va le faire? On va le faire en finalement rapportant la valeur économique à ce qui n'est pas du volume, mais ce qui est plutôt de la valeur, donc plutôt ce qui est du service. Donc on va plutôt pousser l'usage, on ne va plus vendre des voitures, on va vendre l'usage de la voiture, voire la performance d'usage, c'est-à-dire que la voiture me permet d'aller là où j'ai envie d'aller, à l'heure où j'ai envie d'arriver, etc. D'accord ? On va revenir après sur la performance d'usage. Donc pour résumer, l'économie de la fonctionnalité, c'est bien aborder la transition écologique, mais on rentre par les préoccupations d'ordre économique. D'accord ? On va plutôt chercher à vendre de la valeur, donc vendre du service, que du volume. On va instaurer une nouvelle relation entre le client final et l'offreur, et donc on va rentrer dans cette dynamique de service, on y reviendra après. Et puis on va chercher aussi dans ce que l'on fait, à avoir des effets plus positifs sur la société au sens large, dans l'activité, dans le modèle que l'on change. Donc moi je le résume en c'est plus travailler plus pour gagner plus, c'est travailler mieux pour gagner mieux. Quand je facture du temps de location, je vends finalement de la performance d'usage. Ouais, je suis un peu mitigé parce que si je suis loueur de voiture, je vends du temps de location, d'accord. Si vous me louez une voiture parce que vous voulez être à Saint-Malo mardi matin, la performance, ça serait que vous soyez réellement à Saint-Malo mardi matin. Et moi, je vous loue une voiture, je suis Hertz ou les autres, je vous loue une voiture et peut-être que vous ne serez pas à Saint-Malo mardi matin, d'accord. Donc je vous vends du temps de location, mais je ne me préoccupe pas tellement de la performance de l'usage que vous allez en faire. Vous allez avoir l'usage de conduire, effectivement, mais la performance, c'est bien de vous rendre, de partir d'un point A et de vous rendre au point B. Donc si les loueurs faisaient de la performance d'usage, ils s'engageraient contractuellement avec vous à ce que vous soyez mardi matin à Saint-Malo. C'est là où on a une petite différence entre de la location standard et vendre de la performance d'usage. Alors on parle aussi d'effet utile qui est créé grâce à l'accès à la solution. Alors je vous laisse regarder la petite vignette à côté là où on parle juste en avoir l'usage. L'effet utile, il y a 3 leviers. Il y a le bénéfice direct effectivement pour votre client, le client qui achète.
Deuxième levier, c'est que c'est souvent spécifique et donc on va être amené à parler non pas de standardisation mais de customisation, c'est-à-dire on fait quelque chose vraiment sur mesure pour notre client. Et puis contributif parce qu'on doit être capable à la fin, si on a un contrat de performance d'usage, eh bien pourquoi pas de répartir la valeur qui va être gagnée. Si je suis sûr que mon client est bien arrivé mardi matin à Saint-Malo, eh bien, on devrait peut-être être capable, si on a un contrat, de partager la valeur. Et à contrario, si je n'ai pas réussi à l'emmener à Saint-Malo mardi matin, eh bien, je vais lui rembourser une partie de sa location. Vous voyez ? Alors, on vous a mis quelques exemples, dont celui-là qui est bien connu parce qu'il est toujours cité dans les présentations sur l'économie de la fonctionnalité. C'est Michelin qui, pour les professionnels, se transforme son modèle économique en disant j'arrête de vendre du pneu qui est vraiment le pur produit en plus en caoutchouc et je me mets à vendre de l'efficience pour mon client et notamment une performance au kilomètre parcouru. D'accord ? Avec l'idée aussi derrière, c'est que le pneu ne devient plus inconsommable parce que moi, en tant que Michelin, comme le pneu il continue à m'appartenir, j'ai intérêt à ce que le pneu dure plus longtemps. Donc en termes d'écologie, c'est plutôt sympa parce que je rentre dans une performance, dans l'éco-conception, etc., etc. Un autre exemple avec l'Ireco, fournisseur de fourniture de bureaux, pardon. Alors là, on est vraiment dans le produit, dans le consommable, des cartouches d'encre et du papier. Et pour pérenniser l'entreprise, il faut vendre plus chaque année. Et on sait très bien que nous, depuis 15 ans, on consomme moins de papier, donc moins de cartouches d'encre, et que quelque part, c'est antinomique avec la vision de ce genre d'entreprise. Et donc, eux, leur problématique, c'était il va falloir qu'on se dégage de la logique de volume avant d'arriver dans le mur, quoi. Avant de percuter le mur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont inventé tout un tas de solutions, de services qu'ils ont mis autour de leur fourniture de bureau. Et puis surtout, l'équipe commerciale a dû vraiment se réinventer parce que pour l'équipe commerciale, ça voulait oser dire aux clients, écoutez, je vais accepter de vous vendre moins de fournitures, mais par contre, pour le même prix, on va vous donner plus de services. Et dans les services, alors il y en a plein, mais un des services qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en leur propre logistique avec des camions, avec des chauffeurs qui sont salariés l'Ireco, avec un gros avantage logistique, c'est que le chauffeur, quand il arrive chez le client, il sait exactement où livrer la palette. Ce qui n'était pas toujours le cas quand il passait par UPS ou par un autre, etc. Et ça paraît rien, mais ça augmente de la satisfaction client, ça augmente l'opérationnel chez le client, etc., etc. Et puis surtout, ça permet d'augmenter la relation entre l'Ireco et ses clients. Et là, on parle de relation de confiance, évidemment. Donc, c'est aussi possible sur des produits genre fourniture ou consommables. Alors, comme on l'a dit, en premier, évidemment, on va s'intéresser à l'usage, à qu'est-ce qu'a vraiment besoin le client. Et donc, on va essayer d'optimiser l'usage que peut faire du produit le client. En second, on va essayer de prendre en compte les impacts qu'on appelle les externalités, alors que ce soit positive ou négative. Des externalités, c'est toujours des effets non intentionnels de mon activité. Donc on va essayer, lorsqu'on travaille en économie de la fonctionnalité avec une entreprise, d'essayer de cartographier tous ces effets, qui sont des fois plus ou moins des non-dits aussi dans les entreprises, que ce soit des effets positifs ou négatifs, pour voir si on ne peut pas en retirer quelque chose d'important dans la nouvelle façon de concevoir le modèle économique. Avec l'idée que, effectivement, ceux qui sont identifiés comme positifs, c'est comment on les valorise, on les met en avant. Parce que finalement, on les connaît, mais on n'en a jamais parlé, on ne l'a jamais communiqué auprès de notre client. Et l'effet négatif, on va essayer de l'intégrer dans ce nouveau modèle. Et donc d'essayer de se dire, voilà, quand je fais ça, je produis tel effet négatif, comment je pourrais faire finalement pour qu'il soit réduit, voire annulé, ou comment je le prends en charge pour effet, parce que je vous rappelle, on cherche quand même à avoir un impact sur l'environnement dans ce que l'on fait dans l'EFC. Troisième levier ou troisième intention importante, c'est la mobilisation des ressources et donc l'appui sur le potentiel des hommes, les compétences. Donc ça, on est vraiment dans l'immatériel, mais c'est extrêmement important. Dans Isovation, par exemple, dans les interviews, il le dit très bien, le dirigeant, avant, quand ils faisaient que des emballages isothermes, ils avaient une espèce de chambre froide où ils avaient un technicien ou une technicienne, je crois, qui faisait des tests. Et puis elle disait, c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Et cette technicienne, elle était une experte du froid, mais elle ne faisait que mettre des cachets sur des PV finalement. Quand ils sont passés en économie de la fonctionnalité et qu'ils se sont dit on va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne du froid, eh bien cette personne, elle est devenue phare et elle a considérablement pu développer ses compétences au sein de l'entreprise. C'est un exemple. Et d'une façon générale, lorsqu'on fait de l'économie de la fonctionnalité dans une entreprise, on va être amené à développer les compétences des collaborateurs et surtout leur engagement. C'est la même chose en innovation de service. L'engagement du personnel et des collaborateurs est beaucoup plus important que dans simplement un modèle linéaire de production et de vente de produits. Quatrième levier, l'intégration des parties prenantes. Donc là, c'est sur la partie coopération. On peut avoir besoin
lorsqu'on fait de l'économie de la fonctionnalité, lorsqu'on vend de la performance d'usage, on peut avoir besoin de logistique, comme on a vu tout à l'heure, qui ne sont pas intégrés au départ dans l'entreprise. Donc on va aller chercher à coopérer avec d'autres entreprises. Et puis quand c'est des entreprises voisines, c'est encore mieux pour la globalité. Et puis le dernier élément, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est d'essayer de partager la valeur générée, puisqu'on est normalement en contractualisation avec nos clients. Si la valeur à la fin elle est positive, on peut essayer de la partager. Et puis si la valeur elle est négative, peut-être qu'on devra un peu plus d'argent à notre client. Mais en tout cas, il y a clairement dans ces modèles-là une responsabilité qui augmente du côté du fournisseur. Et c'est ce qui rend aussi pérenne la relation de confiance et de collaboration entre les clients et les fournisseurs. Alors il y a deux angles pour attaquer ça, pour attaquer le FC. Il y a un angle dynamique du territoire, où là on va parler de IT, d'économie de territoire. Et puis il y a l'angle interne à l'entreprise, on va dire. C'est ce qu'on vous parle depuis tout à l'heure, où on va essayer de développer des offres de services, développer les ressources immatérielles pour essayer de rentrer dans ce modèle économique d'économie de la fonctionnalité. S'il faut retenir sur le FC, première chose, c'est que c'est une trajectoire. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain. Les entreprises qu'on vous a présentées, Isovation, il a commencé il y a des années déjà, donc c'est 5, 6 ans, voire plus. Donc c'est vraiment un chemin, plus qu'une recette qui va se mettre en place en quelques temps. Et c'est un chemin de transformation à la fois stratégique et opérationnelle. On va changer ce qu'on cherche à faire et on va changer la façon dont on le fait. Parce que derrière, il y a une intention de développement durable. On va travailler sur l'intégralité du modèle économique. Et ça de façon vraiment chirurgicale, c'est-à-dire spécifique à l'entreprise. On va rentrer dans une relation de service. On ne fait plus de la prestation de service, on fait de la relation de service. Ça veut donc dire un niveau de confiance, un engagement, une contractualisation qui s'inscrit dans le temps, qui est pertinent, mais qui est pérenne dans le temps. C'est du temps long. Faire de l'EFC et travailler avec des clients, il faut que le client s'engage sur la longueur. Si demain, nous, en tant que consommateurs, on ne va plus, parce que le Covid est fini, on ne va plus privilégier les circuits courts n'ont pas d'avenir. Donc il faut que chacun s'engage et s'engage dans le temps. On est bien sûr un appui des ressources immatérielles, donc le savoir-faire, la créativité, la confiance, qui sont inépuisables. Plus vous avez confiance, plus vous en générez. Plus vous utilisez, vous développez des compétences, plus vous en développez de nouvelles. Alors que plus vous utilisez du pétrole, moins il y en a. Plus vous utilisez du minerai, moins il y en a. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement riche, c'est que c'est à l'infini. Et le dernier aspect, c'est cette notion de entreprise et territoire dans un objectif vraiment commun et d'intérêt général. Donc quelques petites astuces pour que ça marche. Changer le mode de pensée. On est bien que ce que je disais, on change le mode de pensée. Donc pensez pas que ça va être du jour au lendemain et pensez surtout pas que vous pouvez le faire avec tout le monde. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas mûrs. Donc il y a une notion de volonté et de capacité à initier ce changement. Donc il faut trouver les bons et puis c'est avec cela qu'il faut démarrer. D'accord ? Donc souvent, c'est ce que je disais aux autres groupes, nous, ceux qu'on voit les plus ouverts, ce sont des dirigeants qui sont en général dans des collectifs tels que le Centre des jeunes dirigeants, par exemple, qui sont des gens déjà assez ouverts. Autre aspect, n'attendez pas pour changer, anticipez. Beaucoup d'entreprises, Isovation est un exemple, il a changé parce qu'il était au pied du mur. S'il ne changeait pas, l'entreprise était morte. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut commencer, parce que c'est long, parce que ça prend du temps, il faut commencer à anticiper et ne pas attendre de subir pour être obligé de changer et peut-être que c'est déjà trop tard. Agir à petits pas. Vous avez vu, il y a plein de possibilités d'adresser l'économie de la fonctionnalité. Faut trouver celle qui est la plus opportune pour l'entreprise et il faut y aller, il faut faire des petites choses, commencer. Voilà. Il ne faut pas tout de suite vouloir monter quelque chose de trop complexe, de trop ambitieux. C'est le meilleur moyen de ne rien faire. Et puis le dernier, c'est adapter à chaque entreprise. C'est super important. Ce que je vous disais, c'est un courant émergent, mais c'est aussi un courant très riche parce que ce que je vous ai expliqué là, c'est des ingrédients pour faire un gâteau, admettons, des œufs, de la farine, etc. Et selon chaque entreprise, on va mettre les œufs à tel moment, telle quantité, la farine, etc. Donc chacun va prendre les ingrédients comme il veut, dans l'ordre qu'il veut, en quantité qu'il veut, pour arriver à produire un gâteau. Et le gâteau, il n'aura pas la même tête, il n'aura pas le même goût, mais ça sera quand même un gâteau. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que les entreprises ont en général l'habitude qu'on leur vende le truc sur étagère, allez hop, on fait la méthode et c'est bon, ça roule. Non, pas du tout. Il y a une implication de l'entreprise qui est très forte et il y a une recette qui est spécifique à chaque fois. Mais ça, c'est très riche. C'est même beaucoup plus intéressant parce que ça peut aussi permettre à l'entreprise de comprendre que même si son concurrent va vers l'économie de la fonctionnalité, parce que sa culture est différente, parce qu'elle a des typologies de clients qui sont différents,
bah, elle n'aura peut-être pas forcément pas la même recette à la fin. D'accord ?